Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité ce soir, le Premier ministre Patrick Achi remet des attestations de fin de formation au métier de la mer et de l'industrie à 1000 jeunes. Ils ont été formés par l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer. Pour le chef du gouvernement, ces jeunes sont formés à des métiers de l'avenir porteurs d'opportunités alors que le pays entend mieux exploiter son potentiel maritime. Ils ont l'opportunité d'embrasser d'autres corps de métier. 249 militaires intègrent les eaux et forêts, les affaires maritimes et l'administration pénitentiaire. Ils constituent la première vague de reconversion. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, indique que c'est la concrétisation d'un projet qui tient à cœur au président de la République. Le Ghana et la Côte d'Ivoire se mettent ensemble pour lutter contre la pollution de la Bia et du fleuve Tanoé. Les deux pays ont signé à Accra un document en cadre. Cet accord engage les deux parties à mutualiser les forces et les stratégies afin de lutter contre l'orpaillage clandestin dans les zones concernées. Les plus 145 Ivoiriens sont rentrés de la Tunisie. C'est la 5e vague de rapatriement arrivée hier à Abidjan. Ils ont été accueillis par le ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. En octobre dernier, le gouvernement lançait un vaste programme national d'apprentissage et de reconversion. 1000 jeunes ont été formés à l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer. Ils ont reçu aujourd'hui leur attestation des mains du Premier ministre Patrick Achi. Ces jeunes ont été formés au métier de la mer et de l'industrie. Le reportage de Franck Quadio. L'Académie régionale des sciences et techniques de la mer aux couleurs de l'emploi jeune ce matin. 1000 stagiaires formés dans les domaines maritimes et portuaires, l'électromécanique et l'exploitation des produits de la mer reçoivent leurs attestations des mains du Premier ministre Patrick Achi et de plusieurs membres du gouvernement. Ces jeunes sont les bénéficiaires du programme national d'apprentissage et de reconversion PNSAR qui a mis en formation de 6 à 24 mois des déscolarisés sur ce site dédié au métier de la mer. Sur les 1000 jeunes qui ont été formés, au bout donc de 2 mois, c'est-à-dire au 28 février, il y a 438 jeunes qui sont en insertion, soit à travers un CDD, un CDI, ou en stage pré-emploi, ou donc au sein d'une entreprise, ce qui représente un taux d'insertion de 43,8%. Bien évidemment, la majorité de ces jeunes sont en attente donc d'une insertion professionnelle. Et pour ce faire, un comité d'insertion a été mis en place, regroupant l'Académie de la mer et l'Agence Emploi Jeunes pour faire le suivi donc, de leur situation post-formation. Et l'idée pour nous, c'est que dans les 6 prochains mois, tous ces jeunes puissent avoir une opportunité d'insertion professionnelle. Une jeunesse au travail, c'est le sens de cette année 2023 à elle dédiée. La satisfaction des bénéficiaires est grande et exprimée par un porte-parole reconnaissant au président Alassane Ouattara. En arrivant, nous ne savions pas ce qu'on appelait scaphandrier ou marieur. Désormais, ces mots font partie de notre quotidien. Tout cela pour vous dire, Monsieur le Premier ministre, que nous sommes prêts pour être embauchés dans les entreprises de la place afin de participer au développement de notre beau pays. Nous voulons donc profiter de cette occasion pour exprimer notre gratitude à son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, pour sa vision, sa volonté et son engagement acharné pour une jeunesse au travail. Les jeunes de cette seconde cohorte, après les 500 de la première, sont initiés au métier de la mer à dessein et le Premier ministre Patrick Achi, à toutes fins utiles, l'exprime bien. L'essor économique lié au monde portuaire et de l'océan nécessite des ressources humaines bien formées, nombreuses, engagées et motivées. Et c'est de vous dont nous parlons, vous, les 1000 talents aujourd'hui diplômés ici à Abidjan, dans cette académie. 1000 jeunes formés au métier de la mer, 1000 jeunes qui vont progresser dans la vie active, 1000 jeunes qui vont faire grandir leur patrie. Dans tout le pays, des jeunes formés au métier de l'agriculture, de l'élevage, des jeunes formés au métier de l'industrie ou de la mécanique, des jeunes formés au métier du digital, du tourisme ou du BTP. Des centaines de milliers de jeunes seront formés cette année, apprentis et stagiaires, répondant aux besoins de la nation et de son développement, répondant à l'appel du président de la République pour bâtir une Côte d'Ivoire toujours plus prospère et solidaire. Une volonté de l'État, au-delà de ce PNSAR, d'afficher son désir d'intégrer la jeunesse dans tous les secteurs d'activité. Ils sont 8 millions de jeunes à insérer dans le secteur de l'emploi dans les 10 années à venir. En octobre dernier,
j'ai procédé au lancement du programme national de stage, d'apprentissage et de reconversion qui permettra de mobiliser des opportunités de formation et d'insertion pour environ 660 000 jeunes sur la période 2022-2024. Le but de ce dispositif est d'améliorer l'employabilité de l'ensemble de notre jeunesse et notamment des plus vulnérables, les plus éloignés de l'insertion et de l'emploi. C'est pourquoi l'État tend la main et aide tous les jeunes qui veulent avancer. C'est aussi pour cette raison que nous avons initié le programme École de la seconde chance, qui regroupe tous les dispositifs qui offrent un moyen de formation et d'insertion pour les jeunes dont le niveau scolaire, l'expérience professionnelle, mais aussi tout simplement le chemin de vie et parfois les accidents de parcours qui peuvent le traverser ne permettent pas une insertion durable et qualité dans la vie active. Ces programmes rencontrent un franc succès de participation et de résultats et nous allons leur donner toujours plus d'ampleur. Au total, 1500 jeunes ont bénéficié de ce programme piloté par l'agence Emploi Jeunes qui a pour partenaire concernant la formation l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer, un programme appelé à s'étendre à d'autres jeunes. Alors au Moyen-Orient, la 146e Assemblée de l'Union interparlementaire s'est achevée ce mercredi à Manama, capitale de Bahreïn. Le président de l'Assemblée nationale conduisait une délégation des députés ivoiriens. Adama Bictogo a pris part à plusieurs rencontres de haut niveau et des séances de travail avec ses homologues. Michel Digré est notre envoyé spécial. C'est la deuxième conférence du réseau des parlementaires du mouvement des pays non alignés après celle tenue en Azerbaïdjan en 2022 qui a jeté les jalons institutionnels de la dimension parlementaire des pays non alignés. Face aux différentes crises que connaît le monde sur le plan énergétique, sanitaire et sécuritaire, le tout exacerbé par la guerre russo-ukrainienne, Adama Bictogo, à la tribune de ses assises, a fait une importante déclaration. Je voudrais à ce stade de mon propos souhaiter et proposer que définitivement les pays membres du mouvement des pays non alignés puissent donc parler d'une seule voix et que nous puissions revisiter les relations que nous avons avec les pays avancés parce que nous devons avancer. Pas de façon parallèle parce que le monde est aujourd'hui un village planétaire, mais nous devons avancer dans le respect de nos peuples, dans le respect de nos réalités et dans le respect de nos différences. En marge des travaux de cette assemblée, la délégation ivoirienne a eu plusieurs séances de travail avec les délégations des pays présents à Manama. Adama Bictogo dresse le bilan de la participation ivoirienne. Vous avez pu noter avec nous que non seulement nous avons eu beaucoup d'audience, mais que la Côte d'Ivoire a été beaucoup sollicitée. Nous avons pu donc mettre en avant les qualités de notre pays et nous avons donc surtout fait remarquer au regard du thème qui nous était proposé, la coexistence pacifique, la tolérance, que notre pays par sa configuration était déjà un pays qui prenait en compte la coexistence pacifique du fait donc de sa peuplade, 53 ethnies, et que nous avions près de 26% d'étrangers dans notre pays et que nous étions un exemple. Nonobstant la parenthèse de crise que nous avons connue, mais que nos populations, dans leur volonté affichée de retrouver la paix, ont pu donc surmonter, et cela sous la houlette, le leadership du président Alassane Ouattara, qui a pu donc redonner à la Côte d'Ivoire ses lettres de noblesse dans le concert des nations. Créée en 1889, l'Union interparlementaire regroupe 178 membres et a pour objectif, entre autres, de favoriser les échanges interparlementaires, mais surtout d'examiner les questions d'intérêt international afin de susciter des actions parlementaires. Et dès aujourd'hui, 249 militaires intègrent les eaux et forêts, les affaires maritimes et l'administration pénitentiaire. Ils constituent la première vague de reconversion. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, indique que c'est la concrétisation d'un projet qui tient à cœur au président de la République, Walter Amadou Ouattara.
Commune du Plateau, lancement officiel du processus de reconversion des sous-officiers des armées aux emplois civils à l'état-major général des armées. Ce sont 249 militaires qui intégreront les eaux et forêts, les affaires maritimes et l'administration pénitentiaire au titre de la reconversion, et 56 militaires qui sont admis au départ volontaire à la retraite anticipée, pour un effectif total de 305 militaires qui quittent l'institution. La concrétisation de ce projet, si cher à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, prévu par le Code de la fonction militaire en son article 94 et la loi de programmation militaire de 2016-2020, est à mettre à l'actif de Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense. Il s'agit de donner au personnel militaire la possibilité de changer de métier, de statut professionnel ou simplement changer de vie. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, souhaite bon vent aux militaires bénéficiaires de cette première vague. L'État de Côte d'Ivoire a entrepris depuis 2017 un processus de départ volontaire à la retraite qui devrait permettre à moyen terme de rectifier la pyramide en grade et en âge avec le recrutement parallèle de certaines catégories de militaires. Ainsi, plus de 4800 de nos hommes, principalement des sous-officiers, ont quitté le rang des forces armées de Côte d'Ivoire. Au personnel militaire admis à la reconversion dans la fonction publique, dès cet instant, vous devenez des ambassadeurs des forces armées de Côte d'Ivoire auprès de ces institutions qui vont vous accueillir. À vous qui êtes admis à la retraite volontaire, je vous remercie pour votre apport au bon fonctionnement de notre outil de défense. Vous faites partie des acteurs ayant permis aux forces armées de Côte d'Ivoire d'atteindre ce niveau de professionnalisme apprécié de tous. La gratitude des armées également exprimée à l'endroit de plusieurs ministères pour leur implication à la réussite de ce processus. Il s'agit du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, du ministère des Transports et du ministère des Eaux et Forêts. La cérémonie a été marquée par la remise des états des personnels retenus pour le départ volontaire et à la reconversion. Juste à côté dans la capitale ghanéenne, après le diagnostic, la lutte contre la pollution de la Bia et du fleuve Tanoé rentre dans sa phase active. Le Ghana et la Côte d'Ivoire ont signé ce mercredi à Accra un document cadre. Cet accord engage les deux parties à mutualiser les forces et stratégies afin de lutter contre l'orpaillage clandestin dans les zones concernées. Le reportage de Lanciné Bakayoko. Au terme des échanges qu'ils ont eus, les gouvernements du Ghana et de la Côte d'Ivoire ont admis qu'en dépit des mesures d'atténuation mises en œuvre par les deux pays, le niveau de pollution des bassins de la Bia et de la Tanoé est toujours au-delà de la norme. En apposant leur signature au bas de ce document, Accra et Yamoussoukro s'engagent à mettre fin à l'exploitation minière illégale et aux autres activités polluantes. Ce document est le concentré des recommandations que d'accord parti, nous avons arrêté en attaquant le problème de l'orpaillage clandestin, en adressant les problèmes de dragage en amont de rivières, en luttant contre tout ce qui peut apporter la pollution de ces deux rivières. Le document prévoit également la réactivation du comité ministériel conjoint chargé de surveiller les bassins fluviaux concernés. L'initiative de l'autorité des bassins Komoé, Bia, Tanoé, telle que convenue par la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Mali et le Ghana, devrait être présentée au prochain sommet de la CEDEAO afin de rendre la lutte inclusive et efficace. Le ministre des Eaux et Forêts s'est également rendu à l'usine de traitement d'eau de Ouidia, non loin d'Accra. Il s'agit de pouvoir mobiliser les ressources en eau, les contrôler, les sécuriser, et puis les donner aux usages. Une visite studieuse pour Laurent Tchagba, dont le rôle est d'assurer la disponibilité des ressources en eau, entre autres dans les domaines agricoles, hydroélectriques, pastoral et même pour la consommation humaine.
Et sur place ici, après les 4 rotations déjà effectuées ce mardi, une 5e et dernière vague d'Ivoiriens vivants en Tunisie est arrivée à Abidjan. Ils sont 145. Ils ont été accueillis par le ministre délégué auprès du ministère d'État à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, Laure Goretti, Sidonie Davila. La 5e et dernière vague d'Ivoiriens fuyant les violences en Tunisie est arrivée en Côte d'Ivoire ce mardi. Ils sont 145 personnes qui ont rejoint le pays et c'est le ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora qui les a accueillis. Avec ce dernier vol, se termine l'opération de rapatriement de nos compatriotes qui a été initiée à la demande du chef de l'État, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Aujourd'hui, je crois que nous avons au total, avec les 5 rotations, je crois que ça fait 725 Ivoiriens. Il semble qu'il y ait encore entre 2000 et 2600 qui se sont signalés à l'ambassade. Et certainement qu'il va falloir penser à les faire revenir aussi. Le gouvernement va viser certainement dans les prochains jours. Pour l'heure, tout comme les précédents, ces derniers arrivants vont séjourner 3 jours à l'INJS avant de regagner leurs familles respectives. Le 15 mars, c'est la journée mondiale des droits des consommateurs. Les associations et les acteurs de la lutte contre la vie chère se sont donné rendez-vous au Palais de la Culture à Treichville. Il était question de promouvoir les droits fondamentaux des consommateurs pour un meilleur quotidien. Michel Mambo. 15 mars, journée mondiale des droits des consommateurs. Une célébration qui se tient dans un contexte économique marqué par une hausse générale des prix. C'est une journée de célébration, mais c'est aussi une journée de formation, d'information sur les mesures de lutte contre la vie chère, sur l'engagement du gouvernement aux côtés des populations, parce que c'est tous ensemble, gouvernement, associations de consommateurs, population, société civile, que nous pourrons arriver à maîtriser encore plus l'inflation mondiale. À cette 40e édition, les organisateurs de consommateurs revendiquent une meilleure prise en charge de leurs droits fondamentaux, notamment le droit à la sécurité, le droit à l'information et surtout celui d'être entendu. Ils ont égrené un chapelet d'attente. Relativement à l'approvisionnement régulier des marchés en produits vivriers, les organisations de consommateurs s'inquiètent du frein que peut constituer à tel ou tel le développement fulgurant du phénomène des lotissements de terrains villageois. Les organisations de consommateurs interpellent les autorités sur la nécessité de réguler cette activité qui voit de plus en plus de recul des terres cultivables au profit des lots d'habitation. Concernant les problèmes de logement, au-delà de l'insuffisance de l'offre par rapport à la demande, qui empêche les consommateurs de jouir pleinement des avantages du bail à usage d'habitation, les organisations de consommateurs appellent les promoteurs immobiliers à intégrer les énergies renouvelables dans leurs offres. Une autre préoccupation actuelle des consommateurs demeure le coût de l'électricité. Autonomiser les consommateurs par une transition vers les énergies propres, le thème retenu pour cette édition sonne comme une ébauche de solutions. La préservation de notre environnement est sans aucun doute le plus grand défi à la survie de notre planète. Nous devons donc agir et œuvrer pour sauver ensemble notre planète. Le gouvernement ivoirien continuera de rendre encore plus visible en 2023 le lien entre écologie et progrès, entre développement durable et justice sociale, entre transition énergétique et le bien-être social. La Journée mondiale des droits du consommateur est célébrée depuis 1983 à l'initiative de l'Association internationale des consommateurs, Consumer International. En Côte d'Ivoire, elle a été marquée par des visites de stands, des webinaires, des panels et une remise d'appui financier aux associations de consommateurs. La sécurité routière est également au cœur de la célébration de la Journée mondiale des consommateurs. La Coalition nationale des consommateurs de Côte d'Ivoire a reçu le ministre des Transports. L'organisation voulait comprendre les réformes et l'impact sur les populations et les transporteurs. Amadou Koné réaffirme l'engagement du gouvernement à protéger les vies à travers toutes ces mesures. Serge Pacom, Didi Jamakdjadji. 15 mars, Journée mondiale des consommateurs.
Au cours d'un atelier de réflexion, la Coalition nationale des consommateurs de Côte d'Ivoire, SOS Vie Chère, recense les préoccupations quotidiennes des consommateurs. Les pratiques discontinues aussi des chauffeurs aux heures de pointe dans les écoles. Lorsque le gouvernement interdit la vente des fascicules et que certains enseignants continuent de vendre à nos enfants, ça contribue à la cherté de la vie. Le thème de cette année, ça est sur l'énergie, mais vous savez, chaque pays a ses préoccupations. Et nous sommes maintenant l'ère de permis à point. Et donc, nous avons décidé d'en parler. Les réformes entreprises par le gouvernement dans le secteur du transport de 2010 à ce jour, des solutions pour pallier les retards dans la délivrance des documents de transport, le recadrement des conditions d'acquisition du permis de conduire, le système de transport intelligent, le permis à point, sont entre autres des sujets évoqués. Amadou Koné, ministre du Transport, réitère l'engagement du gouvernement. Depuis son accession à la magistrature suprême, le président de la République, donc le président Alassane Ouattara, ne cesse de travailler avec le gouvernement, d'œuvrer donc au bien-être des Ivoiriens. Au sortir de la crise, nous avions un pays qui était sinistré. Il n'y avait plus quasiment de routes en bon état dans l'ensemble du pays. Le gouvernement est en train de combler progressivement. Le permis à point n'est plus un sujet. Ça a été adopté, ça est en application depuis le 1er mars et cela s'inscrit dans le cadre d'une stratégie nationale de sécurité routière. Et le sujet pour nous, c'est la mise en œuvre de la stratégie complète de la stratégie nationale de sécurité routière. La gestion du trafic pour permettre au feu de réguler la circulation, un des prochains défis du ministère des Transports pour sécuriser les consommateurs. Allons dans l'ouest du pays, les populations du Fakobli se félicitent des nombreux acquis dans les localités du département. Elles ont rendu hommage au président de la République sur fond de reconnaissance et de soutien. Une cérémonie festive qui a montré l'union des fils et cadres pour le développement du Fakobli. Eugène Atoubé. Du jamais vu pour les uns, historique pour les autres. De la vue de tous, Fakobli, chef-lieu de département dans la région du Guémon, aura réussi la démonstration de sa capacité à mobiliser ses filles, fils et cadres et fédérer leurs énergies dans un élan d'union et de solidarité au service de la même cause, l'essor de Fakobli et le progrès de ses populations. Le jeu en valait la chandelle. Au stade municipal de la ville, tout ce dont a bénéficié l'ensemble du département en termes d'acquis dans les 5 sous-préfectures qui le composent et ce qu'elles sont en droit d'attendre pour leur développement a été énuméré sur le ton de la reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara. Le département de Fakobli, par la voix du premier adjoint au maire de la commune, a rendu hommage à l'homme en lui assurant son total soutien au regard des progrès notables accomplis en seulement 10 années. On ne montre pas la voie du développement à quelqu'un. Cette voie, représentée par le président Alassane Ouattara, à Fakobli, la population a adhéré massivement désormais à la vision du président Alassane Ouattara. C'est la première fois dans l'histoire de Fakobli qu'un hommage est rendu à un président de la République. Et les raisons valent leur pesant d'or. D'abord, c'est Alassane Ouattara qui a permis en 2012 l'érection de Fakobli en chef-lieu de département. C'est encore sous sa gouvernance que les localités qui forment ce département connaissent leur transformation. Et signe de la mise à mort de tous les mythes et clichés entretenus sur le peuple oué, notamment Fakobli, dans ses rapports avec le RHDP, dont se félicite le ministre-gouverneur du district autonome des montagnes, Albert Flendé, Alassane Ouattara vient de nommer un fils de Fakobli, Dr Arsène Gueye, au poste de premier vice-gouverneur du district autonome des montagnes. Comme avant lui, Sia Jean Honoré, vice-gouverneur du district autonome d'Abidjan. 2 fils et 4 de Fakobli, comme bien d'autres à qui le président de la République donne sa confiance et qui l'engage à travailler pour la marche vers le progrès de ce département. Dans l'union et l'entente, tout ce que nous allons demander au président de la République et aux autorités, nous allons les obtenir. Il s'agit de demander à la première dame de penser à nos femmes avec le fonds FAMSI. Il y a aussi des infrastructures routières. Le bitume a commencé déjà entre Séguéla et Fakobli. Donc tout ça, c'est des raisons vraiment de croire en cet homme et de prier. Alassane Ouattara est l'un des chefs d'État
qui font la fierté des nations auxquelles ils appartiennent. On compte parmi les cadres de Fakobli nouvellement promus Kouadei Vincent, désormais conseiller à la Cour constitutionnelle. Dans le département de Fakobli, les populations nourrissent l'espoir de nouvelles promotions. Elles sont convaincues que c'est avec Alassane Ouattara que Fakobli peut relever tous ces défis dans tous les domaines du développement et du progrès. Dans l'actualité politique ce soir, le RHDP a tenu une réunion de prise de contact avec ses nouveaux membres venus de différents partis politiques. Leur entrée est bien accueillie par le rassemblement des oufouettistes. Le secrétaire exécutif Cissé Bakongo a échangé avec la vingtaine de militants sur leur participation à la vie du parti. Sidonie Davila. Le RHDP affiche son unité autour des nouveaux adhérents. Au cours d'une rencontre à huis clos, le secrétaire exécutif Cissé Bakongo a échangé avec ses militants du RHDP, arrivés il y a seulement quelques mois pour certains et quelques semaines pour d'autres. La vision et l'orientation du parti leur a été présentée avec en ligne de mire leur mission au sein du parti. Nous avons pu identifier 2 points, c'est-à-dire d'abord le positionnement de tous ceux qui sont arrivés du RHDP, comment les transférer dans les organes et les structures du RHDP. Et également, nous avons discuté de la question des modalités de ces questions de mise à disposition et de transfert dans l'équipe du RHDP. Également, il nous a demandé de réfléchir sur la façon dont nous comptons mener ces activités de sensibilisation et d'adhésion au RHDP. Officiellement intégré dans le parti du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, ces nouveaux militants comptent apporter leur contribution pour faire rayonner le parti. À Benjerville, la chefferie Tchagba, délocatée village, veut se doter d'un plan d'action pour le développement, prévoir le développement, mais aussi créer un cadre convivial dans la localité. Un séminaire est organisé pour réfléchir à la question. Laetitia Kwasi Didier Nguessan. Sans paix et fraternité, il n'y a pas de progrès possible. C'est le message passé par la chefferie Tchagba du village Elokaté lors d'un séminaire de formation. Au cours de cette activité, la génération Tchagba, au pouvoir depuis le 16 janvier 2023, a mis en place des stratégies pour la bonne gouvernance et le développement du village. Le pouvoir en pays Akin est un pouvoir à la fois générationnel et collégial. Par conséquent, ce séminaire a pour but de dire au chef, c'est vrai, aujourd'hui tu es le chef du village, mais tu n'es que le porte-parole de ce que dans l'ensemble nous aurons décidé. Il faut donc amener le chef à mieux gérer le village. Le représentant du député maire de Benjerville, Issouf Doumbia, exprime la satisfaction de la mairie de savoir la communauté délocatée unie et solidaire. La mutation de chefferie a provoqué beaucoup de remue-ménage. L'initiative des Elokaté sera vraiment la bienvenue et nous espérons que les conclusions de ce séminaire vont servir de feuille de route pour les autres villages et surtout que les conclusions de ce séminaire soient appliquées dans l'intégralité. À la fin de l'atelier, la chefferie Tchagba Délocatée a demandé aux générations d'Ougbo et Nyandon du village de saisir la main tendue des Tchagba pour ensemble bâtir un cadre de vie adéquat pour le bien-être des populations. Une nouvelle mosquée vient de sortir de terre à l'épée. L'initiative est de Seydou Traoré, premier conseiller régional de l'AME. L'inauguration a été faite par le ministre Moussa Sanogo. Au cours de la cérémonie, les populations ont exhorté à renforcer le vivre ensemble. Khalil Diomandé, Walter Amadou Ouattara. Les fidèles musulmans du quartier Berthe d'Alépé, dans la région de l'Amé, disposent désormais d'une mosquée pour s'acquitter de leurs prières quotidiennes dans de meilleures conditions. Et c'est au ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, représentant le Premier ministre, que revient l'honneur d'inaugurer le nouvel édifice. Baptisée Mosquée Adja Traoré Fatouma Edima, elle est bâtie sur une superficie de plus de 700 mètres carrés, entièrement équipée et dotée de 6 latrines. Un don du premier conseiller régional de l'AME, Seydou Traoré. Depuis 2015, j'ai commencé à économiser un peu. Quand je regarde, j'étais en train de pleurer parce que j'avais la joie de voir que moi, un pauvre type comme moi, j'ai pu bâtir un édifice pour Dieu. Je me suis dit, Dieu est grand. Et ça fait plaisir pour moi de donner ça à la communauté musulmane d'Alépé.
Vraiment, nous avons visité la mosquée, elle est très grande. Tous les quartiers même peuvent prier dedans. Je remercie beaucoup le grand frère Sédou Traoré. Que Dieu le bénisse. Ce qu'il a fait pour nous, ça nous dépasse. Séance tenante, Yaya Diabaté est intronisé en qualité d'imam principal de cette mosquée. Portant la voix du Premier ministre Patrick Achi, par ailleurs président du Conseil régional de Lamé, le ministre Moussa Sanogo félicite le donateur pour son acte qualifié de haute portée spirituelle. Il émet surtout le vœu de voir cet édifice religieux contribuer au renforcement de la cohésion et de la stabilité sociale. Que cette mosquée soit une source de diffusion de la paix, que la cohabitation pacifique se consolide, que l'empathie pour le voisin, pour la veuve, pour l'orphelin se renforce, que cette mosquée soit une source de progrès et de bonheur pour la population d'Alep. Le Premier ministre Patrick Achi, parrain de la cérémonie, a offert un montant de 4 500 000 francs CFA. Dans le reste de l'actualité au Malawi et au Mozambique, le bilan du cyclone Freddy dépasse désormais les 200 morts. Près de 59 000 personnes ont été touchées au Malawi et près de 20 000 déplacés hébergés en urgence dans des écoles ou des églises. Pour les secouristes, il faut craindre plus de victimes. Au Mozambique, les habitants disent être convaincus que des dizaines de corps sont encore là, ensevelis dans la boue, tandis que la pluie persiste depuis dimanche. Des pluies diluviennes s'abattent sur l'Ilongwe, provoquant inondations et glissements de terrain. Voilà qui met terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité, 23h. Ce soir, le sage nous apprend que le vieillard se chauffe avec le bois qu'il a réuni pendant sa jeunesse. Dieu le voulant, on se retrouve demain.